Au chèque. Ah ouais, au chèque, ouais. Bah oui, oui, on a vu ça. Mais beaucoup même. Bah oui, c'est Coca-Cola. Ça va être super. Oh, bah c'est typique. Ah bah oui, Coca-Cola tout renversé sur le pantalon. Pardon, c'est pas bien. Ah ça. Mais ça, tu ne vas pas ici. Ah oui, non. C'est pas tout. Je vais faire pipi, ça va tout crever. Ah oui. T'es dit quoi? T'as dit quoi? Il y a des gens avant nous. Mais ils ont trouvé la troisième personne? Bah, il va pas retrouver pour l'instant. Ah, en fait c'est bon. Et bah, s'il vient pas Les trop. messieurs-là, je veux bien garder quand ils passent. Si on veut faire un message, il faut trouver 50 balles. Ah, c'est cool. On a fait tous les points. Mais il va y avoir des pièges jaunes, attention.
Ah bah tant pis, hein. Ah bah. Eh, ils ont qu'à avoir la CB. Oui. Bah oui, c'est débile. Bah oui. C'est quoi, plus que bah, c'est clair. Ah oui, t'as raison, il a poussé à la main. T'as mangé quoi hier? La fraise? Ouais. Bon, la prochaine fois, le prochain coucou, ce sera nous, c'est sûr. D'accord, ça marche. Et le papa qui monte, il est bon, ça va, mais je peux les filmer. Ici à Belvès, un très très bel après-midi qui nous attend. Vous l'avez peut-être observé à l'atterrissage il y a quelques instants, de votre gauche vers votre droite, le Cessna de l'Aéroclub, sachez-le, cet après-midi jusqu'aux alentours de 14h30 et tout au long de l'année, vous avez la possibilité d'organiser la bataille de l'air. Dans cette belle région de couleur noire, à peine en l'air, vous profiterez déjà des superbes paysages. Alors vous pouvez en profiter cet après-midi, mais tout au long de l'année. Ça par quoi on cherche une petite idée originale pour un cadeau d'anniversaire, un mariage, pour de l'école d'aviation de vous avez les instructeurs, les élèves pilotes de la base de Cognac qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre. Ils sont tous seuls au cartographe de l'Armada de l'espace. N'hésitez pas à aller les voir si vous êtes un jeune homme, une jeune femme, une carrière de pilote ou de futur polaire qui vous est proposé par le partenariat. Pour l'ensemble, tous les renseignements, ça sera là. N'hésitez pas à aller sur par le de leur pays. Nous aurons également donc le plaisir de les voir en vol. Les deux précédents termes ne seront pas ici à Belvès, puisque la piste est en l'air. Le plus tard, nous allons procéder à ce atterrissage. Les militaires qui effectueront une démonstration sur son tour ici à Belvès. Qui nous a rejoint avec l'hélicoptère Écureuil. Alors cet hélicoptère, on va stationner s'il est bien regardé à l'extrémité gauche du parking dans un endroit où on dit que les masses ne voient pas beaucoup. La police militaire sont ici à Belvès pour effectuer une opération de présentation de la porte. Mais je pense que là, il y a peut-être que si c'est passé par le commandement de la gendarmerie pour une opération de surveillance, de secours, de recherche de personnes, il y a cette unité-là de pouvoir dans un lieu très réduit, 4 minutes à déceler si la détection de la personne qui les existe. Pour le fait que cet hélicoptère est stationné en dehors de la zone de présentation. Rassurez-vous, on le verra bien. Voilà, les différents et bien entendu des barrières, monsieur. Démonstration d'autogire, ils nous ont rejoint ce matin. Alors l'autogire, c'est pas un hélicoptère, c'est pas un avion, c'est un ULM, un ultra léger moteur. Ensuite, on va laisser passer le broussard qui rejoint son stationnement.
deux appareils sont chacun de façon équivalente et la décoration permet de les distinguer au vol, mais on ne les lâche jamais des yeux. C'est ce qu'on appelle un kiss landing, merci. La piste est C'est reparti. pour l'un et de façon électrique, c'est-à-dire un train tout simplement par un moteur électrique avec des butées qui détectent le train entrée et qui détectent le train sortie pour le second. Une approche en U et tranquillement l'approche de la piste. Pour lui, le pilote du Choukol 28 qui est devant vous en rouge et blanc, équivalente qui est en gros une aile trapézoïdale, un fuselage avec pas mal de prise de vent pour pouvoir décéler très vite, mais une hélice avec un pas moindre qui a pour but de s'appuyer dans l'air un maximum. Regardez le passage d'eau, je vous rappelle qu'il n'est pas à bord de l'avion, mais tout ça par une maîtrise dans sa longueur de l'aile sur le dessus et au contraire des motifs qui sont dans l'autre sens sur le dessous. C'est simplement pour pouvoir distinguer très rapidement le dessus et le dessous de l'œil. Frédéric est en approche pour, je pense, une reconnaissance. On entend un petit bruit comme nous ne sommes pas à bord. Félicitations. Bravo Frédéric. On entend un petit bruit mécanique, donc on peut faire poser pour savoir ce qui se passe et passer sur un avion supplémentaire. Qui débute. Alors si vous regardez l'hélicoptère, c'est vraiment une mécanique de vol très particulière. Vous avez un rotor sur le dessus, ce que l'on appelle le rotor principal. Lui est relié directement au moteur. Quand le moteur fonctionne, ça fait tourner le rotor. Et quand la pale du rotor tourne, ça assure la portance de l'hélicoptère. Il avance en travers là. Le rotor Il fait de l'air, c'est pas mal. La tonalité, c'est-à-dire que tout le un petit rotor à l'arrière, on l'appelle le rotor anti-couple, et quand le pilote le manie comme il le souhaite, ça permet à l'hélicoptère de ne pas tourner sur lui-même. Là, évidemment, la manœuvre que réalise le pilote actuellement, avec son mécanicien de bord à la porte, eh bien, c'est de manière à représenter toute la manœuvrabilité de l'aéronef. L'hélicoptère, on a pour habitude de dire que c'est un aéronef qui se pilote sur une pièce de 2 euros. Le pilote, là, il a toutes les mains et tous ses pieds occupés. Il a ce que l'on appelle le pas... le pas général dans la main gauche, il a ce que l'on appelle le pas cyclique dans la main droite et les ballonniers qui lui permettent d'actionner ce petit rotor anti-couple dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, le pilote, il a vraiment toutes ses mains et tous ses pieds qui sont occupés, donc toutes les commandes, en tout cas les commandes principales, sont installées sur les différents manches dont je viens de vous parler, de manière à ce que le pilote puisse contrôler sa machine sans avoir à lâcher les commandes. Le pas général dont je vous parlais, celui qui est dans la main gauche, c'est ce qui permet au pilote de monter, de descendre, d'aller à gauche ou d'aller à droite.
Le pas cyclique qui se trouve, lui, dans la main droite, c'est ce qui va permettre, en tournant la poignée, d'augmenter ou de diminuer la puissance. Et puis les palonniers, je vous l'ai dit, vont permettre de contrôler le rotor anti-couple. C'est vraiment une très belle démonstration à laquelle on assiste à c'est souvent la gendarmerie qui réalise ces opérations de recherche avec ce petit hélicoptère. Regardez, mesdames et messieurs, de votre droite vers votre gauche, le passage. Je vous l'ai dit, des opérations de recherche qui sont réalisées par la gendarmerie. Alors bien souvent, on s'imagine, ouais, l'hélicoptère, il sert à surveiller l'autoroute et puis à nous mettre une prune. Alors, on ne peut pas vous dire que ça n'existe pas, mais c'est aujourd'hui une utilisation qui est très peu faite de l'hélicoptère. D'abord parce que ça coûte très cher, et puis parce que les hélicoptères sont utilisés pour d'autres opérations. Des opérations de surveillance du territoire lors de grandes manifestations, des sommets de chefs d'État, mais également des opérations de secours. Je vous le disais, c'est très méconnu, mais la gendarmerie nationale réalise des opérations de secours, et c'est ce que vous allez voir ici dans quelques instants. Imaginez, vous êtes en montagne, vous êtes en plaine, vous êtes au bord de la mer, puisque les hélicoptères de la gendarmerie sont détachés au bord de mer. Vous avez besoin d'être évacué rapidement. Si l'hélicoptère peut, il va se poser, on va vous charger dans l'hélicoptère et on va vous transporter. Si malheureusement vous êtes dans une zone qui est peu accessible, parce que vous êtes dans une zone montagneuse, eh bien le pilote va se présenter au-dessus de vous. Le mécanicien de bord qui se trouve côté gauche va préparer le creusage. Voilà, le secouriste est déposé à l'exactement de la position dans laquelle il doit être posé. Par exemple, au pied de la montagne, si elle se trouve en montagne, l'hélicoptère va se positionner dans une zone de manière à ne pas consommer de carburant qui pourrait ensuite lui manquer. Et puis quand le secouriste a procédé à la médicalisation, revient se positionner à l'endroit exact déterminé et va procéder à la récupération du sauveteur et de la victime. Alors là, la victime supposée, puisque vous l'aurez bien compris, ce sont des personnels de la gendarmerie nationale qui sont en entraînement, en démonstration. La personne a été prise en charge et va être directement élitreillée avec la brassière que vous lui voyez porter, cette brassière de couleur orange que l'on aperçoit dans son dos. Le travail auquel vous assistez, ça paraît facile, hein. C'est un travail qui demande beaucoup de concertation et une très grande prise en compte des paramètres météorologiques. Le pilote va contrôler la machine et va être véritablement aux ordres du mécanicien opérateur de bord, le treuilliste qui se trouve à gauche. Puisque le treuilliste, lui, a une parfaite vision de ce qui se passe en dessous, ce que le pilote ne voit pas. Un vrai travail en binôme. Le pilote contrôle sa machine, assure la sécurité et le mécanicien opérateur de bord téléguide son pilote pour aller rechercher les secouristes et la personne à secourir. Vous allez voir, hein, les secouristes au sol, ils vont pas bouger. Hein. Ce pilote de l'hélicoptère va aller positionner son treuil au mètre près pour que les personnes puissent être secourues avec la plus grande précision. Le treuil de l'écureuil peut supporter une charge allant jusqu'à 190 kg et son cap peut mesurer jusqu'à 70 mètres. Observez la précision. Ça paraît facile, hein. Observez du premier coup le positionnement exact du pilote. Dans un hélicoptère, vous observez le pilote est en place droite. Si vous avez regardé, le treuil est en place gauche. Vous comprenez pourquoi le pilote ne voit pas bien. Alors vous allez me dire, c'est pas rien, pourquoi ils ont pas mis le pilote du côté du pilote? Tout simplement parce que le poids de la personne treuillée, le poids du treuilliste et le poids du pilote seraient positionnés du même côté de l'hélicoptère et ça créerait un déséquilibre. L'hélicoptère serait beaucoup moins facile à piloter. C'est la raison pour laquelle on positionne le pilote à droite et le secouriste et le secouru du côté gauche de la tête et puis le pilote qui est à gauche est aussi à droite. Alors ça, l'hélicoptère il y a à peu près autant de théorie et autant d'explications qu'il n'y a de pilote gauche. Et c'est la raison pour laquelle on vous expliquerait que les pilotes sont installés comme ceci dans l'hélicoptère, mais ça, je vous inviterai à aller échanger avec eux à ce sujet. Il en reparle aussi.
surveillance du territoire. C'est une mission qui est peu connue. Des gendarmes qui sont malheureusement pas souvent bien valorisés alors qu'ils sont disponibles H24, 7 jours sur 7, partout sur le territoire, avec ce type d'hélicoptère Écureuil, mais également avec des hélicoptères de type EC-135. Alors eux, sont des hélicoptères un petit peu plus gros, qui sont équipés en général avec un très gros projecteur et une caméra qui permet réellement de faire de la surveillance du territoire de jour, de nuit, et là vraiment des enquêtes judiciaires. On va pouvoir rechercher un véhicule avec des caméras extrêmement puissantes ou assurer des... Eh oui, vous avez raison de l'applaudir, c'est vraiment important. Vraiment, merci aux pilotes, merci aux mécaniciens opérateurs de bord et aux secouristes pour cette très belle démonstration de leur savoir-faire. Allez, on revient avec Françoise, le Vélis électro, je vous laisse l'écouter. Vous l'avez entendu? Non? C'est dommage parce que Françoise me dit que c'est le seul moment où il fait du bruit. Pas de chance, si vous ne l'avez pas entendu, tant mieux pour nous, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, on est véritablement C'est vrai que ça va venir parce sur le qu'avec futur de les l'aviation avions, ils légère, sont bruyants. l'aviation respectueuse de l'environnement, qui dérivera notamment. Justement, j'attire ton attention, Françoise, sur ce sujet-là, le sujet des riverains. J'imagine qu'à Royan, vous avez beaucoup de gens en vacances. Est-ce que ce Vélis électro, justement, apporte un véritable nouveau? Tu veux pas les faire ici? Je dirais planeur. Hein? Voilà, vous l'avez vu passer, vous ne l'avez pas entendu, le Vélis électro. Alors en plus, ce Vélis, moi j'ai eu la chance d'en faire. Il a été construit sur une base ULM. Il n'est pas ULM parce que, comme on a 120 kg de batterie à bord de l'avion, on a une charge max de 600 kg et du coup ça le place hors de la catégorie ULM. Mais il reste très très léger. C'est un avion qui est très très fin. C'est bien un avion, c'est pas un ULM. C'est un avion qui est très très fin. On a une finesse de 15. Donc ça veut dire que c'est un merveilleux planeur. Ça veut dire aussi qu'à l'atterrissage, il faut l'amener vraiment à la bonne vitesse, parce que si on est trop vite, on dépasse la piste et on l'attrape au tour d'après. Donc il est un petit peu délicat de ce point de vue-là, mais c'est très agréable. Je vous laisse écouter le silence. Alors, à l'intérieur, évidemment, pas de bruit non plus, pas de vibration. On peut faire absolument tout ce qu'on fait dans un aéroclub fédéral, c'est-à-dire qu'on peut bien évidemment apprendre à piloter. L'âge va dépendre en fait des équipements. Si on a un ULM, on va pouvoir démarrer peut-être un petit peu plus tôt que sur un avion. Mais bon, sur un avion, on peut démarrer très tôt aussi, puisque il faudra attendre un peu plus pour pouvoir être lâché, pour pouvoir avoir son brevet. Mais rien n'interdit de commencer de bonne heure. Donc on peut apprendre à piloter, on peut venir voler si on est déjà pilote, on peut maintenir ses uniformes. Non, tout le monde peut piloter. Voilà. Pour répondre au dernier point, parce que les gens vont peut-être avoir un doute, t'es pas riche non plus, je crois. Évidemment, on a le droit quand voilà, Françoise est prof, c'est pour ça qu'elle est en vacances, mais ça c'est une plaisanterie. Et non, bien évidemment, il n'y a pas de nécessité d'être riche. La Fédération Française Aéronautique met en place partout en France, les 600 aéroclubs en France. Vous n'auriez vraiment pas de chance qu'il n'y en ait pas un à côté de chez vous. Hein. La Fédération Française Aéronautique met en place un certain nombre de bourses qui permettent notamment aux plus jeunes garçons, aux plus jeunes filles, d'accéder à l'aérien dans des conditions financières, certes qu'il faut avoir, mais beaucoup plus accessibles que ce que l'on peut s'imaginer. Un baptême de l'air, ici à Royan, à Belvès, à Niort, un petit peu partout, en général une demi-heure de 3 personnes, c'est à peu près 150, 160 €, donc ça fait un cadeau à une cinquantaine d'euros par personne, c'est une somme, il ne faut pas nier, on n'est pas... Allez, je vous le rappelle, si vous souhaitez aller visiter l'hélicoptère de la Gendarmerie nationale, eh bien mon ami Daniel, l'un des nombreux bénévoles de ce meeting aérien de Belvès, vous invite à vous présenter à l'extrémité gauche du parking, sous la tente blanche à côté de l'aéroclub, et vous pourrez ainsi, là où il y a les baptêmes de l'air, et vous pourrez comme ça aller voir l'hélicoptère en empruntant le bon cheminement, puisque là certains d'entre vous malheureusement ont l'air de passer là où il ne faut pas, il ne faudrait pas que ça mette fin aux évolutions. Voilà, rendez-vous à l'extrémité gauche, sous le stand des baptêmes de l'air, pour rendre une petite visite à la gendarmerie.
Françoise, on va malheureusement arrêter de parler du Vélis Electro, je crois qu'on en parlerait pendant des heures. Et puis on va laisser place à un second tableau. Je crois que j'ai vu une petite machine sympa. Oui, ça a l'air tout à fait sympa. Je suis très pressée d'avoir décollé. Je l'ai vu atterrir et j'ai bien envie d'avoir décollé. Merci Françoise, merci à Olivier pour cette très belle présentation de l'aviation de demain. On parlait de l'aviation de demain, maintenant on va regarder l'aviation d'hier. Mais quand je dis hier, c'est hier il y a très longtemps, c'est-à-dire le tout début de l'aviation. On parle du tout début de l'aviation, pourquoi? Parce que c'est la réplique du SE5 qui va bientôt évoluer devant vous. Mais si vous regardez, il y a un petit spectacle assez sympa. Si vous regardez derrière le camion qui n'est pas très mis jaune et vert, eh bien vous avez quelqu'un qui est en train de... Allez, au roulage, le Breguet 14 vers le point d'attente et puis on vole le SE5. Je vous en parlais tout à l'heure, à une époque dans les années 1930, les premiers bonds dans le ciel que réalisaient ces pionniers. Et bien ces avions, on s'est dit, ce serait quand même bien qu'ils nous servent à savoir où est-ce qu'il faut orienter les tirs de l'artillerie. En effet, l'artillerie était présente au sol, mais où tirer? Eh bien, on envoyait un avion, les avions repéraient la position de l'artillerie ennemie, redescendaient ou communiquaient par radio et communiquaient à l'artillerie les coordonnées sur lesquelles il fallait tirer. Alors évidemment, vous imaginez bien que les armées ennemies qui se trouvaient en face de vous, quand elles voyaient passer un avion comme le SE5 actuellement au-dessus, elles n'appréciaient pas du tout puisqu'elles savaient qu'elles allaient être bombardées par l'artillerie ennemie. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on envoyait d'autres aéronefs chasser ce type d'avion qui faisait la reconnaissance. Et donc, il fallait alors aux pilotes qui faisaient la reconnaissance manœuvrer leur avion de manière à avoir le moins de chances possible d'être abattus. Alors, comment on faisait sur ces avions? Eh bien, ils ne volaient pas vite, ils étaient donc très manœuvrants. C'est des avions qui pouvaient tourner dans un rayon assez réduit. Ce sont des gens qui jouaient également beaucoup avec les éléments naturels. Ici, dans le Périgord noir, on aurait pu assez facilement suivre les vallées et sauter d'arbre en arbre de manière à ne pas être aperçu. Voilà un moment à la main. Un petit peu plus tard, notamment durant le second conflit mondial, on utilisera les avions de manière plus évoluée pour larguer avec plus de précision les armements. Et comme je le disais, on est au tout début de l'aviation, donc les pionniers tentaient les premiers usages de l'aviation. À l'époque, on avait pour habitude de dire qu'un pilote était considéré comme étant un as quand il avait abattu et qu'il était confirmé par des gens au sol, que ce pilote avait donc abattu 5 appareils ennemis. Pourquoi 5? Eh bien parce que quand vous regardez une carte dans un jeu de cartes, eh bien sur l'as, il y a 5 figures. Celle qui se trouve au milieu et 4, une à chaque coin. C'est la raison pour laquelle on considérait que le pilote qui avait abattu 5 ennemis était donc un as de l'aviation. Parmi ces as, on retrouvera des noms bien connus, notamment René Fonck et bien d'autres. Je vous inviterai à aller voir sur les différents moteurs de recherche ces pilotes qu'on a un petit peu oubliés puisque cette histoire remonte maintenant à plus de 100 ans et qui pourtant est à l'origine de l'aviation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Allez, je vous laisse profiter le SE5, celui qui évolue actuellement devant vous, le battement d'aile, qui signale la fin de la démonstration. C'est une version ULM, hein. Les appareils de la Première Guerre mondiale encore malheureusement les précédés. Il va y avoir une
très fiables, des carburants de mauvaise qualité. Ces avions, bien souvent, tombaient plus souvent en panne ou se posaient en urgence pour des causes de conception d'avion que pour les causes de l'aviation ennemie. Donc aujourd'hui, les appareils qui reproduisent ces avions historiques sont en général des ULM, des ultra légers motorisés. Ce qui évolue devant nous, c'est un ULM. Vous pourriez vous dire, ah non, pas du tout, ça ressemble à un avion, vous n'avez rien compris. En fait, ce qui différencie un ULM d'un avion, tout simplement son poids. Il n'y a pas que ça. Mais c'est principalement. Bon, vous allez me dire, c'est sympa, qu'est-ce que ça change? Ben, ça change que, réglementairement parlant, les contraintes sont beaucoup moins importantes. On va laisser le SE5 se présenter à l'atterrissage et dans quelques instants, je vais avoir le grand plaisir de vous présenter le Breguet 14 avec Luc Gimazan aux commandes. Et 7 huitièmes du ciel recouvert par des nuages, eh bien on dit qu'on est broken. Comme ça, tous les pilotes savent qu'il y a quand même pas mal de nuages. Et 4000 pieds, c'est l'altitude des nuages, l'altitude de la base des nuages. Aujourd'hui, les nuages doivent être à peu près 1200 mètres d'altitude. Allez, au décollage, le Breguet 14. De l'époque des lignes Laticoeur n'en reste malheureusement plus en état de vol. On est très content de ça. On a un patrimoine bâti très important. On parle de Chevanceau, de tous ces avions, ils sont très beaux, c'est vrai. Et on a tendance à oublier notre patrimoine industriel. Le Breguet 14 qui évolue devant nous, c'est véritablement un morceau d'histoire qui a permis d'évoluer pendant la Première Guerre mondiale, puisque cet avion effectuait des opérations de reconnaissance et de bombardement. Fiabilité pour l'époque, bien que cet appareil était retenu pour transporter le courrier et les passagers. Eh bien aujourd'hui, le maintien en état de vol de ce patrimoine aéronautique est assuré uniquement sur fonds privés. L'État ne finance plus, comme il a pu le faire il y a de cela fort longtemps, l'entretien du patrimoine aéronautique. Et donc c'est grâce à des passionnés, à des bénévoles, à des mécènes, eh bien qu'on peut avoir toujours dans nos musées et surtout toujours en vol des véritables pièces de collection comme ce Breguet 14 qui évolue devant vous. Les nuages, ils sont chauffés par le soleil et ça crée des courants ascendants, ce qu'on appelle dans le jargon des pompes, parce que quand on passe dedans, c'est comme si on prenait un coup de pompe dans les fesses. Et donc là, piloter aujourd'hui, alors qu'il y a ces courants ascendants, il y a globalement pas beaucoup de vent pour aider le pilote, et qu'en plus de ça, il fait assez chaud, donc ça veut dire que l'air est beaucoup moins porteur, et bien là, ça relève vraiment de la haute compétence. Et le pilote aux commandes de Breguet 14, Luc Gimazan, il connaît son avion, il sait ce qu'il faut faire avec et ce qu'il faut surtout pas faire, parce que l'avion, malgré toutes les qualités que je vous en ai présentées tout à l'heure, il est quand même très compliqué. C'est un avion qui est très lourd, c'est un avion qui est mu par un moteur assez faiblement puissant, et c'est un avion qui a une très grande envergure. C'est-à-dire quand vous allez du bout de l'aile gauche au bout de l'aile droite, vous avez d'abord une grande dimension, ça doit faire une quinzaine de mètres, et puis vous avez des commandes à chaque extrémité de ces ailes, et le pilote va actionner ses commandes avec le manche. Et plus la commande est loin, plus c'est compliqué, plus c'est lourd, plus c'est difficile de manœuvrer l'appareil. Alors quand vous venez comme ce matin, quand le temps est calme, bon c'est déjà pas facile, mais aujourd'hui quand l'avion a tendance à vouloir se dandiner à droite et à gauche dès qu'il passe sous un nuage, il faut que le pilote se batte littéralement avec son avion, et c'est ce que fait actuellement Luc avec son copilote. L'avion, est ce que l'on appelle un biplace torpedo, c'est-à-dire que vous avez la tête à l'air. C'est un biplace, un pilote à l'avant, un pilote. Maintenant, vous êtes dans les années 1920-1930. Un industriel un petit peu fou pour l'époque, il faut bien le dire, Pierre-Georges Latécoère, qui fabrique des avions et qui se dit il faut qu'on utilise l'aviation pour relier les hommes, il faut qu'on puisse rejoindre les colonies, il faut qu'on puisse rejoindre les hommes entre eux, à l'époque à laquelle le téléphone n'existait pas, et prendre des nouvelles de ses amis, de sa famille, de ses amis, était déjà très compliqué et très chronophage, puisqu'alors le courrier n'était transporté que par bateau, et quand vous aviez des nouvelles de la famille, elles étaient âgées parfois de plus d'un mois, donc pas tout à fait fraîche. Ce monsieur Pierre-Georges Latécoère, il a créé une ligne éponyme, la ligne Latécoère, afin d'assurer le transport du courrier, tout d'abord de la France vers l'Espagne, puis de l'Espagne vers le Maroc,
du Maroc vers la Mauritanie, sur laquelle on ne se posait surtout pas puisque le contexte politique de l'époque était très compliqué. Et puis un Jean Mermoz à bord d'un autre appareil, pas avec le Breguet 14, qui a traversé pour la première fois l'océan Atlantique afin de transporter le courrier de manière extrêmement rapide et de permettre aux gens d'être reliés entre eux. Eh bien, l'histoire de l'aéropostale, c'est ça. Ce grand monsieur, Pierre-Georges Latécoère, quand il a voulu mettre en place, réaliser. Et c'est ce qu'il a fait. Ces lignes Latécoère, elles ont été très compliquées à mettre en place, très coûteuses, le contexte politique et économique de l'époque extrêmement compliqué. Imaginez-vous les pilotes comme Saint-Exupéry, les pilotes chefs de ligne Didier Dora, les pilotes Rennes, Gourp, Mermoz, eh bien, devaient traverser les déserts, devaient traverser la mer et surtout devaient traverser, lorsqu'ils étaient dans les alentours du Cap Julie, la zone du Rio de Oro, dans le sud marocain, aux confins du Sahara, entre océan Atlantique et désert de sable. Eh bien, ces pilotes, ils devaient se poser 2 jours comme de nuit, pris parfois dans les tempêtes de sable, dans les difficultés mécaniques, et parfois se poser en plein désert. Et alors les tribus morts les attendaient, et malheureusement ces tribus morts, on a eu heureux, ces tribus morts, eh bien, elles n'acceptaient pas d'être survolées par les Français. Et donc bien souvent des pilotes comme Marcel Rennes, comme René Gourp, eh bien, faisaient les frais, puisqu'ils étaient parfois assassinés, parfois traités dans des conditions absolument inhumaines, transportés à dos de chameau avec la gangrène, l'absence d'eau, tout ça pour que ces tribus morts essayent d'obtenir une rançon, parfois maigre, parfois élevée. Alors c'est pour toutes ces raisons que petit à petit on a commencé à dire on va arrêter dans l'avion suiveur. J'ai bien vu le courrier, on ne parlait pas des équipages. Ces équipages, ils étaient alors armés, ils prenaient vite le courrier et puis ils essayaient assez rapidement de revenir pour secourir ou transporter leurs collègues, leurs amis, puisque c'était véritablement des frères, et pouvoir les secourir. Regardez, mesdames et messieurs, je vous laisse profiter du Breguet 14. Ah, vous ne savez pas, moi j'ai la chair de une superbe démonstration du Breguet 14. Alors évidemment c'est pas impressionnant, hein, l'avion il est pâteau, il est lourd. C'est la raison pour laquelle on a fait appel à un pilote désormais bien connu, pilote écrivain, il s'appelle Antoine de Saint-Exupéry, et cet homme-là on lui a dit toi tu vas aller tout au bout du fin fond du désert marocain, tu vas aller sur un terrain qui s'appelle Cap Julie, que l'on appelle aujourd'hui Tarfaya, tu en seras chef d'aéroplace, et de par tes capacités bien connues de négociation, de dialogue, d'adaptation, bien tu iras négocier avec les chaque année maintenant, depuis de très nombreuses années, un rallye est organisé. Ce rallye permet à l'époque que Antoine de Saint-Exupéry et tous ses autres pilotes eh bien, se posaient sur un morceau de désert, une langue de sable, à peine protégée par un fortin espagnol. Et je vous invite vraiment à aller chercher sur les moteurs de recherche des atterrissages, des vues de cap de solitude de ces gens qui attendaient les avions, qui faisaient des relais radio et qui parfois écoutaient le silence de la radio qui leur signifiait alors que l'un de leurs compagnons n'était pas revenu et peut-être qu'on ne reviendrait pas. Cette histoire, cette épopée de l'aéropostale, elle a pris fin dans les années 1940, elle coûtait extrêmement cher. Et puis l'organisation des compagnies aériennes, notamment l'avènement de la société Air France, a mis fin à ces possibilités. Ça vous est proposé ici, c'est assez rare, et bien, de permettre à l'association qui maintient en état de vol ce Breguet 14, et bien, d'envoyer vous-même un courrier qui sera transporté dans ce Breguet 14. Vous pouvez vous rapprocher tout à l'heure de l'avion, en restant derrière la barrière, bien évidemment. Vous avez une bénévole avec un chemisier rouge, une casquette Air France, vous allez la voir. Et pour la somme de 10 €, vous pouvez acheter une carte postale avec ou sans le timbre. Et cette carte postale, elle sera tamponnée comme ayant été transportée dans le Breguet 14. Elle sera réellement transportée dans le Breguet 14 ce soir. Et elle sera postée demain pour être ensuite adressée à la personne à laquelle vous l'avez adressée. Donc je vous invite vraiment à vous rapprocher de la sauce. Là, c'est vraiment quelque chose qui a du sens, puisque vous achèterez quelque part un petit morceau d'histoire. La machine, le Breguet 14 qui évolue là devant vous, il a fait la route de Cap Julie dont je vous parlais tout à l'heure. Croyez-moi, voler Belvès, c'est pas facile, mais alors descendre à Cap Julie en Breguet 14, il fallait un sacré courage. Aujourd'hui, alors que pourtant le contexte est beaucoup plus propice, mais alors je ne vous parle pas des années 30 ou 40, quand les pilotes risquaient leur vie à chaque vol. On va laisser Breguet 14 dégager la piste et on va maintenant assister à la démonstration du stand. Je vous l'ai dit, si vous étiez là ce matin, il y a des choses qu'il ne faut pas...
difficulté du Breguet 14, comme tous les avions à train classique, ils ont une petite roue à l'arrière, deux grosses roues devant. Ça donne à l'avion cette assiette encadrée, donc le pilote ne voit pas bien ce qui se passe devant. Donc il faut qu'ils le voient, c'est qu'évidemment l'avion les a. On va laisser aux pilotes le temps d'enlever leur casque. Et on pense, je ne sais pas si tu nous entends. On va attendre de petites minutes qu'ils descendent. Mesdames et messieurs, pour Luc, pour l'équipage du Breguet 14, merci beaucoup pour cette très belle démonstration et de maintenir en état de vol ce morceau de notre histoire. Merci beaucoup mesdames et messieurs, vous avez raison de les applaudir, c'est vraiment pas, c'est pas de la fantaisie, hein, ce que je vous dis, c'est vraiment un très beau travail de restauration et de maintien. Allez, le Stamp, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est l'avion qu'il a fallu brasser avant de démarrer, eh oui, le Stamp, s'il est bien un avion, qu'il est agréable à piloter, c'est bien le Stamp, il est homogène aux commandes, il est agréable, il est efficace, il est doux. Le gros problème du Stamp, c'est son moteur, eh oui, cet avion de conception franco-belge. Eh bien cet avion, le gros problème, c'est qu'on l'a équipé d'un moteur Renault. Et le moteur Renault, quand on l'a installé dessus, on s'est rendu compte que l'axe de l'hélice sera plus haut, ça ne fait plus par terre. Réglé, c'est parti. Le souci, c'est qu'on a installé un moteur, comme je vous dis, à l'envers. Et donc ce moteur, il est pas tout. Il est comme ça depuis régulièrement l'objet de fuite, et donc tout c'est un démarreur à l'air. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de pieuvre comme ça, quoi. Donc ça veut dire que pour aimer piloter un Stamp comme on le fait actuellement devant vous, il faut avant tout aimer être un bon mécanicien. Il faut aimer mettre les mains dans l'huile et c'est la raison pour laquelle malheureusement les Stamp authentiquement équipés d'un moteur Renault 4PO3 comme celui-ci ou 4PO5 quand ils sont alimentés par les CO2, relativement peu. Aujourd'hui les quelques Stamp qui restent en état de vol, ils sont un petit peu traficotés et ils ont une espèce d'excroissance à l'avant qui fait qu'ils sont absolument pas beaux, ça c'est un goût personnel. Et surtout, ils sont équipés d'un moteur moderne, ça leur enlève tout leur charme. Au CAEA à Bordeaux, ils n'ont pas fait cette erreur, tant pis. Ils passent en général 10 à 15 heures de mécanique pour une seule heure de vol, mais ils maintiennent en état de vol un véritable morceau de notre histoire, puisque cet avion, le Stamp, qui passe là en glissade actuellement, qui bouge sur le tout cet avion, le Stamp, c'est l'ancêtre des Alpha-Jet qui équipent actuellement la patrouille de France. Puisque avant la création de la patrouille de France, existait la patrouille pilotée, c'est très agréable. Imaginez, vous avez dit, tiens, on va les balader au-dessus d'une petite rivière, on va aller regarder les oiseaux, les reflets des nuages dans le ciel. Et on va partager ça, la tête à l'air, dans une machine particulièrement agréable, jolie à regarder, qui est un véritable morceau de notre histoire. Et voilà, vous êtes partis, vous passez un moment en dehors du temps, vous vous posez, vous rentrez chez vous, vous dites chérie, ce jour, cet après-midi, ce soir, j'ai fait un vol en Stamp. Vous dites pas j'ai fait un vol en avion, vous dites j'ai fait un vol en Stamp. Regardez la belle évolution et la douce sonorité de ce Stamp magnifiquement piloté. Cet avion est en état de remploi, si vous avez bien regardé toute la présentation, vous avez dû remarquer que les haubans étaient en très réparé. Le Stamp actuellement, je vais vous laisser profiter du moteur. Ça pétarade, ça ronfle. Ah bah oui, en effet, je vous l'ai dit, c'est un moteur qui n'est pas tout jeune. Et donc, des fois, il y a de l'huile qui va pas tout à fait là où il faudrait que ça aille. Des fois, il y a du carburant qui va là où il faudrait pas forcément que ça aille. Des fois, on met l'avion dans une position qui fait que bon, il ne se passe pas forcément ce qui est censé se passer sur l'avion. Et donc, pas forcément, ça ratatouille, ça pétarade. C'est ça aussi le charme de cette aviation, on appelle un petit peu les responsables de Marguerite, parce que en France, évidemment, on va profiter de ce qu'on appelle un petit rase-moquette, un petit vol au ras des Marguerites. Le Stamp, c'est véritablement un avion qui est fait pour ça. Et là, c'était le lac Candel. On a une meilleure qu'on avait repris il y a quelques temps, qui s'appelle Max Noah. Il arrive pour vanter les pas classique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on ne voit pas bien devant. Qui est très agréable, mais il a quand même ses particularités. Il a son moteur qui est assez fragile. Les parachutistes se placent un petit peu au sud du terrain, puisque le vent venant du nord, eh bien, ils vont tourner pour se présenter et descendre face au vent. Pendant ce temps-là, leur avion largueur maintient l'altitude initiale de 2000-2500 mètres et ensuite viendra les rejoindre et va se poser devant vous. Patron, et en plus il vient faire les commentaires. Arnaud, merci beaucoup pour cette organisation. La particularité du meeting de Babel, les pilotes n'arrêtent pas de courir de la ligne.
pilotes jouent le jeu, tout le monde est à l'heure. Donc pour l'instant, tout se déroule parfaitement. Après une météo un petit peu moyenne ce matin. Voilà, et excellente émission. Parce qu'il n'y a pas d'avion comme Air France, Ryanair, mais il y a suffisamment d'activité pour qu'on y mette quelqu'un à la tour de contrôle. Donc on y met ce qu'on appelle un agent affiche. C'est quelqu'un qui donne les informations qui permettent aux pilotes de prendre leurs décisions. Alors il n'y a rien d'avion devant toi, qu'est-ce que tu fais? Je ramène une veste. Voilà. Et bien Arnaud, il est un petit peu entre les deux ici à Belveste, puisque normalement il n'y a personne à la radio. Chaque pilote se coordonne avec les autres pour se mettre d'accord. Mais pendant le meeting aérien, on pensait bien que c'est trop particulier pour que ça fonctionne bien comme ça. Donc on nomme un directeur des vols, c'est une grande responsabilité, mais alors là c'est réalisé parfaitement. On n'a pas vu un couac depuis le début de l'après-midi. Voilà, comme vous pouvez le voir, eh bien, les 5 parachutistes sont maintenant visibles. Ils sont en train de descendre paisiblement. Le vent n'est pas trop fort, je pense que ça les aide considérablement. Et ils vont se poser devant vous, devant ce que l'on appelle la manche à air, c'est-à-dire l'indicateur de vent. L'aérologie aujourd'hui, elle est plutôt bonne. Il doit y avoir certainement quelques turbulences avec la chaleur. Mais l'absence de vent nous aide considérablement. Voilà, je pense que vous pouvez les applaudir bien fort parce que là, ils vont commencer à largement vous entendre. Alors, je pense que tous ces gens-là méritent des applaudissements. Ils nous viennent du paraclub de Cahors. Le parachutisme, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer de manière sportive. Alors c'est une pratique bien connue dans les forces armées, bien évidemment. Ça permet à des personnels spécialisés, des médecins, des commandos, etc. de parachutisme qui permet de sauter un petit peu partout et réaliser donc ce qu'on appelle du vol relatif, qui permet de réaliser des figures en vol, qui permet de réaliser de la chute libre, des chutes particulières. Et puis, si vous avez envie d'essayer, vous pouvez réaliser ce que l'on appelle un tandem, c'est-à-dire que vous allez sauter harnaché à un moniteur et vous allez pouvoir comme ça vous essayer aux joies de la chute libre. Vous quittez l'avion en général à une altitude de 4000 mètres. Vous êtes en chute libre, c'est-à-dire sans parachute, pendant une trentaine, quarantaine de secondes, puis après vous ouvrez la voile et vous êtes alors sous voile pour rejoindre tranquillement le sol. Et puis, si cette pratique vous a intéressé, vous pouvez réaliser ce que l'on appelle une PAC, une progression accompagnée en chute, c'est-à-dire que dès votre premier saut, vous sautez de l'avion avec 2 moniteurs qui sont à côté de vous, ils vous tiennent, vous êtes en vol, ils vous expliquent, vous avez eu un briefing avant bien évidemment, puis à un moment ils s'écartent de vous et ils vous guident avec une petite oreillette et vous pouvez ainsi sauter tout seul dès le premier saut. Et ensuite, réaliser 5 autres sauts avec un seul moniteur et terminer le dernier saut de manière autonome. Voilà, à l'atterrissage, les parachutistes du Paraclub de Cahors. Ce qui vous est présenté, vous allez le reconnaître, c'est le même nom que les 2 avions de l'armée de l'air et de l'espace qui vont évoluer de société, vient de la montagne qui se trouve en face de la société qui fabrique les avions, le mont Pilatus, et c'est donc la raison pour laquelle le constructeur s'appelle Pilatus. Regardez votre gauche vers votre droite, le Pilatus PC-6. Pendant la guerre du Vietnam, et ça permettait d'aller se poser, d'aller récupérer ou déposer des personnels dans des zones assez peu propices à l'atterrissage. Le gros avantage, c'est qu'il est à train classique, c'est-à-dire que l'hélice est positionnée assez haut au-dessus du sol, et donc ça fait que l'hélice a moins de chances d'aller taper une branche, une pierre, ou ce qui traînerait sur ce qui ressemble à une hélice. Bon, ici à Belveste, pas de difficulté. Le voici, alors je vous ai parlé des volets, bien oublié ce que je vous ai dit puisqu'ils ne sont pas sortis. Ah si, on les voit à la partie arrière. Regardez, le pilote touche. Ensuite, il réalise la mise en route de l'avion et il va rouler avant la piste, là où était le SMIC tout à l'heure. Vous voyez un petit bonhomme en jaune, ou là où vous voyez le panneau A et B, Alpha, Bravo. Là, c'est ce qu'on appelle le point d'attente. Au point d'attente, le pilote va vérifier le bon fonctionnement du moteur au haut régime. Mais on ne prend aucun risque. Le pilote au point d'attente a senti que l'avion pétaradait sur essentiellement une discipline qui est pratiquée à des fins sportives et qu'on pourrait comparer un petit peu au patinage artistique. Vous avez des programmes connus, des programmes inconnus, des programmes libres. Vous passez devant un juge.
pilote là, vous avez vu, il a fait bouger la queue de son avion pour piquer, cabrer. Pourquoi? Il a montré qu'il était bien attaché. Il s'est sanglé dans la ligne de voltige qu'il a fait. Et pour être sûr que la sangle est bien prise, il a agité l'avion pour voir s'il était bien sanglé, si les sangles n'avaient pas coulé ou quelque chose comme ça. Une fois qu'il a eu vérifié ça, il prend de l'altitude. Et avec cette altitude, il va prendre de la vitesse et effectuer sa voltige. Je vous l'ai dit, l'équipe de France de voltige aérienne française actuellement est dans le de voltige aérienne. Et cela depuis de nombreuses années. On a un tissu aéronautique, on a Françoise assez bien établi en France. On sait qu'on a une véritable fabrique de champions en France. Et donc à l'époque à laquelle on faisait la voltige avec les stands, comme celui qu'on a vu voler tout à l'heure, assez rapidement on s'est dit qu'il faut quand même des avions un petit peu plus modernes pour faire de la voltige avec les. C'est comme ça que c'est arrivé la fabrique de câbles. Et puis ensuite la famille des CAP 232 qui a permis à la France d'acquérir ses plus grandes lettres de noblesse. Et aujourd'hui, les avions de voltige de conception allemande. Aujourd'hui, c'est de la voltige moderne avec un avion ancien, réalisé par Pierre Espias. Et là, vous venez de voir une figure que l'on appelle déclenchée. Si vous avez bien vu, quand le pilote a tourné, on a vu la queue de l'avion partir sur un côté, la figure être effectuée de manière un petit peu brutale. C'est-à-dire que le pilote a mis un coup de pied, un coup de ballonnier, qui a permis de faire décrocher une aile de manière un peu plus libre et d'augmenter la vitesse de la figure. Regardez, ça c'est l'inverse, c'est un tonneau lent. La vitesse très réduite, l'avion soit traversé par un axe, on a reculé dans la queue de l'avion, et le pilote a tourné autour de cet axe. Ça c'est le tonneau. À l'inverse, là ce que vous voyez actuellement, c'est ce que l'on appelle la boucle, le looping, avec un rétablissement tombé. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé jusqu'à dessiner une boucle. Il a quitté l'avion pour faire un essai de parachute. Quand il a regardé son avion, il s'est rendu compte qu'on avait cette figure bizarre et notamment une boucle. Il s'est dit, alors qu'on appelle le looping. Vous avez vu, la figure est beaucoup plus brutale que ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est ce que l'on appelle le déclenché de vie. Alors on verra tout à l'heure. Je fais toujours de la même manière, c'est le principe en tous les cas. Vous avez un manche, si vous orientez le nez de l'avion vers le ciel, mais vous orientez le nez de l'avion vers le ciel, le nez de l'avion vers la terre, il pique. Ça c'est le premier règle de pilotage, c'est ce que l'on a toujours avec ce manche. Vous mettez le manche sur la gauche, vous allez bouger les ailerons de l'avion et incliner l'avion sur la gauche, ou alors si vous mettez le manche ou le volant sur la droite, vous inclinez l'avion sur la droite. Mais le virage n'est pas très beau, c'est-à-dire qu'il n'est pas symétrique. L'avion ne va pas tourner précisément comme on veut, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça vous... Avec les ballonniers, on va commander la gouverne de direction, l'équivalent du bateau, là, qui se trouve derrière. Quand je mets le pied à gauche, le bateau va balayer latéralement à gauche. Là encore, si je fais un virage qu'avec les pieds, ça va devenir dangereux, puisqu'on crée de la dissymétrie. Donc pour bien piloter un avion, il faut toujours piloter les trois axes en même temps pour bien piloter un avion. Bon là, notre ami Pierre Espias, il n'y a pas de doute, les trois axes, il connaît. Là, vous allez remarquer ce que l'on appelle de remontée d'eau. Et ça, c'est assez fatigant, puisque vous avez tendance à être extirpé de la cabine. C'est ce qu'on appelle le jeu négatif. Vous tirez fort sur le manche, le nez de l'avion va se cabrer, vous allez être scotché dans l'avion, vous pourrez peut-être même ne plus lever la main tellement la force est importante. Ça c'est ce qu'on appelle les jets positifs, et le nombre de jets correspond à la force avec laquelle vous avez tiré sur le manche. Et quand on utilise ces deux jets, si vous avez la chance de faire ça. Les négatifs, qu'est-ce que c'est? C'est l'inverse. Imaginez vous êtes en patrouille, le nez sur l'horizon, vous volez à plat. Vous poussez fort sur le manche et là vous avez tendance à être extirpé de la cabine. Eh bien c'est ce qu'on appelle les jets négatifs. Et là encore, leur force correspond à la force avec laquelle vous avez poussé sur le manche. Voilà ce que c'est.
positif en fonction de leurs évolutions. C'est une très belle démonstration à laquelle on assiste actuellement. Pierre Esclas nous fait toujours une très belle démo de voltige qui a la particularité en plus d'être réalisée dans un volume extrêmement réduit. Vous avez vu, l'avion est toujours là, on a l'impression d'avoir toujours sous les yeux. Alors évidemment, pour réaliser de la voltige comme ce que l'on voit actuellement, et puis pour réaliser des figures qui soient parfaitement symétriques, très jolies à voir par les juges ou par le public, eh bien on va céder. Si vous regardez au bout de l'aile, alors là il est dans un sens, sur la droite ou la gauche, regardez ça, c'est sympa comme figure, c'est assez original. Et puis là, sur la tranche, il y a de la gauche, on va percevoir quelque chose qui dépasse de triangle. Le est à l'horizon. Donc si la lame du est positionnée par rapport à l'horizon, le perpendiculaire à la zone, donc parfaitement vertical. Je positionne le tube à une montée ou une descente parfaitement ce triangle permet donc au pilote du pilote. Et le Cap 21 poursuit ses évolutions dans quelques instants, de voltige un peu plus moderne. Et le voici qui se présente très probablement à l'atterrissage pour une glissade, comme on l'a vu tout à l'heure avec le stamp. Et oui, puisque sur l'avion voltige, alors il ne se présente pas à l'atterrissage, mais c'est en effet une glissade. Regardez, ça c'est ce passage proche, pour que la puissance soit véritablement utilisée à la manœuvrabilité de l'avion et non pas au fait de le faire tenir en l'air. Et donc c'est la raison pour laquelle on utilise ces avions le moins possible. On leur met notamment pas de volets, sinon il y aurait des figures, des commandes, des moteurs. Et ça alourdirait l'avion, ça le rendrait non manœuvrant. Là, le tonneau à facettes. Vous voyez le pilote utilise un tonneau de et là, le tonneau sur la facette. Là, un moteur en étoile, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs on le voit avec le Yak, mais lui ça doit être plus certainement du fumigène. Sur le Nanshan, là en effet, soit on a un kit fumigène, ce qui est probable dans ce cas-là, soit bien de temps à autre, il y a un petit peu de moteur, lui, il est dans le cylindre. Papa, l'avion rouge, il va décoller. Les figures aériennes de voltige homologuées par la Commission internationale de voltige aérienne
C'est dans ce catalogue, qui en regroupe plusieurs centaines, qu'on retrouve les figures qui sont réalisées lors des championnats internationaux de voltige aérienne. C'est pour ça qu'on parle de voltige aristique. Au moment du décollage, ça va bien chaud frais, et comme on le dit, on met un petit peu de pied. Donc c'est la raison pour laquelle on ouvre les volets de capot juste avant de décoller. En vol, la petite qui est empaquée à quelques mètres du sol, la vitesse est augmentée quand il est à fortement pour monter à 90 degrés. C'est la raison pour laquelle le pilote ne décolle pas un gaz dès le début. Les avions soviétiques avaient d'autres particularités, notamment leur système de contrôle du commande de d'autres avions occidentaux et eux avec sur le Sukhoi-26 ça ne s'entendra pas, ça ne se verra pas puisque c'est pas le cas, mais sur certains avions soviétiques, quand vous les voyez évoluer, bien vous entendez des bruits comme des piches. Le système AR dont je vous parlais il y a quelques instants. Voilà, vous avez raison d'applaudir. Probablement, on va voir. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas du kérosène. Le kérosène, le Jet A1, est utilisé par les avions réaction ou l'hélicoptère de la gendarmerie. Sur la droite vers votre gauche, le Max Holtz 1521, le Roussard. Qui ont été au balbutiement de leur histoire, et bien notamment les avions de type Vampire, lorsqu'ils s'envolaient d'autres, on ne parlait pas savoir où était leur armement, donc ils avaient tellement vite qu'ils étaient tellement protégeants qu'on ne pouvait pas dérouler l'armement de manière précise. Alors, ce qu'on faisait, on envoyait un broussard, le broussard l'armait en division, là où il fallait que le Vampire, qui était quelques minutes derrière, délivre son armement. C'est à ça que servait notamment le Maxwell 1551, le broussard. Volets qui sont déployés et qui permettent à l'avion de voler à une vitesse assez peu élevée et donc de réaliser les missions dont je vous parlais, notamment ce que l'on appelait. Donc il faut que le pilote effectue 2 fois ces opérations. Plus loin H2O VER. Et VER, ce monsieur, américain d'origine, a réalisé une démonstration sur un avion d'affaires, donc pas du tout fait pour faire de la voltige, un avion bimoteur, vraiment pas fait pour faire de la voltige, puisqu'il y a l'utilisation des secondaires. Si vous tombez en panne d'un moteur, il y a tout de suite une très grosse ce sont des avions qui ne sont pas particulièrement faits pour ça. Et bien ce monsieur, Bob Hoover, si vous regardez sur des moteurs de recherche, des fois il compte qu'il a fait. Il s'est dit si personne ne le fait, moi je veux le faire. Le problème, c'est que l'avion à la base qui a été construit par la firme Beechcraft et qui doit permettre à des chefs d'entreprise, à des banquiers, à des hommes d'affaires, eh bien de voyager aux États-Unis pour aller d'un point à un point B assez rapidement, puisque vous le savez, le pays est assez grand. Donc, un avion d'affaires aujourd'hui, c'est une forme de logique qui est bien loin de technologie auquel on entend facilement halluciner. Également, c'est ce qui permet de réaliser des missions sanitaires. On en parle assez peu, mais en France, notamment, les missions de transport d'organes sont réalisées toutes les nuits partout en France sur des avions d'affaires. Les évacuations sanitaires également, si vous avez la chance d'être couvert par un grand assisteur, Philippe intermittent d'assistance et bien d'autres. Si demain vous cassez la figure lors de vacances au Maroc, en Corse ou je ne sais où, eh bien vous allez être rapatrié à bord d'un avion d'affaires. Alors évidemment, il ne réalisera pas les figures de voltige que fait Mika actuellement. Mais c'est aussi à ça que sert l'aviation d'affaires. Là encore, on ne le dit pas souvent, on reste bien trop souvent sur les préjugés de ce que la presse généraliste veut nous communique. Des évolutions de Mika Brajo.
Ah oui, je vous l'ai dit, la voltige sur un avion bimoteur comme celui-ci, c'est pas évident. D'abord parce que l'avion est lourd. Déjà, il a 2 moteurs, c'est forcément un peu plus lourd. L'avion est tout métallique. C'est un avion qui est fait pour faire du vol aux instruments et de l'aviation d'affaires. C'est 2 à 3 tonnes à peu près. Donc c'est forcément lourd, il n'y a pas d'assistance là-dessus. L'avion est à commande, alors soit par câble, soit par tube. Et il n'y a pas d'assistance ni hydraulique ni électrique, donc ça veut dire que c'est vraiment dans les bras du pilote que ça se joue. Et puis en plus de ça, l'avion est bimoteur. Alors quand les 2 moteurs fonctionnent bien, il n'y a pas de problème, perte de puissance. Bien, vous imaginez que le moteur qui lui fonctionne bien va créer une poussée plus importante. L'avion va se trouver dans une situation dissymétrique. Et donc ça peut très vite devenir dangereux si le pilote ne sait pas tout de suite quelle procédure appliquer. C'est la raison pour laquelle il a fallu essayer, afin de savoir à n'importe quel moment du vol quoi faire si l'un ou l'autre des moteurs venait à faillir. Ne vous rapprochez pas trop rapidement de vos voitures, vous êtes nombreux cet après-midi, ça nous fait bien plaisir. Et si vous partez tous en même temps, vous allez vous embouteiller à la sortie de l'aérodrome, ça option. Un certain nombre d'aéronefs quittera l'aérodrome de Belgrèce ce soir, ça vous permettra d'en profiter le dernier. Et c'est le tonneau barriqué à facettes. Vous voyez là avec le fumigène, on voit bien la forme de barrique décidée par notre ami Mika. Mais en plus de cela, lui il marque chaque 8e de temps. Vous pouvez acheter en vous rapprochant de l'une de ses membres vêtue d'un chemise une casquette Air France, vous pouvez acheter une carte postale avec ou sans le timbre. Carte postale qui sera estampillée comme étant qui transportera votre courrier jusqu'à un bureau de poste qui ensuite distribuera à la personne de votre choix, 714, de poursuivre le maintien en état de vol de ce très bel aéronef. Voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher des membres du Brigade 14, à leur faire signe, et ils se feront un plaisir de vous dire comment faire pour obtenir la carte et la poster. On se rapproche. Et oui, vous avez dû le remarquer si vous regardez devant. L'équipe militaire de la base aérienne de Cognac qui se rapproche de la piste. Et oui, puisque pour faire voler des avions, eh bien, il faut beaucoup de gens. Il faut des contrôleurs aériens, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut des météorologues, il faut des cuisiniers, il faut des secrétaires, il faut beaucoup de monde. Et il faut également des personnels au sol qui vont assurer la sécurité des évolutions. Les 2 PC-21, ça va vous être présenté dans quelques instants, vont voler de manière impressionnante à des vitesses assez élevées. Et donc il faut bien évidemment des personnels au sol qui vont garantir à ces pilotes toute sécurité. Et c'est le rôle de ces personnels qui m'ont rejoint et qui vont prendre dans quelques instants. Mika, pendant ce temps, lui poursuit ses évolutions. Et sa sécurité à lui est assurée par le directeur des vols qui, depuis la tour de contrôle, sûr que l'espace aérien est bien disponible. Et voilà, Mika Brageau qui se présente sur votre droite par votre gauche. Vous l'avez vu, le train d'atterrissage est sorti. Donc là, et qui salue le déclencheur que quand les trains d'atterrissage sont sortis. Et lorsqu'ils sortent, ils enclenchent un contacteur qui envoie le signal électrique quand la lumière verte s'allume. Donc en général, qu'est-ce qu'on fait? On le... Et voilà Mika qui rejoint sa bande arrière et qui va se poser et laisser la place aux 2 PC-21 de l'armée de l'air et de l'espace. J'ai cru comprendre qu'ils n'étaient pas très loin. Tranquillement profiter de cette belle fin de soirée. Belle fin de soirée qui n'est pas arrivée pour le moment, puisque vous l'avez observé, le baron voltige.
piégé la piste 29. C'est un endroit essentiellement. On va laisser décoller le piège différents tableaux pour que vous découvriez les phases qui composent la formation d'un pilote de chasse. Il y a 2 membres au sein de cette présentation tactique, le leader, le Mustang Expert, et le capitaine Nicolas. En dégradant son énergie grâce à une manœuvre sous 6G de facteur de charge. Il peut arriver qu'après l'interception, un combat soit engagé. Et pour s'y préparer, les pilotes utilisent le Butterfly Setup. Les Mustang Express vous saluent une dernière fois avec ses battements d'ailes et vous remercie pour votre accueil. Cette belle soirée, de ce beau temps, de ce temps agréable. Et puis on se retrouve très bientôt ici sur l'aérodrome de Belvès. Il y a peut-être 50 de moins parce que le milieu, là, il y a des galères qui débarquent. Bon, mais après, on vient à 700. Ah oui, dans les 700, il y a d'abord le marché. Et le week-end des les administrations extrêmement... Bonne continuation.